Bienvenue dans la vidéo Vibe Coding numéro 2. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment initialiser Visual Code, comment initialiser Git et GitHub, se créer un compte GitHub et créer notre premier programme avec ChatGPT. Aujourd'hui, on va reprendre ce programme et on va travailler uniquement avec Visual Code sans utiliser ChatGPT et on va apprendre à utiliser ChatGPT dans Visual Code de manière autonome sans avoir à faire de copier-coller. On va faire une modification dans notre programme, on va lui faire surveiller les répertoires de manière à ce que les backups soient automatiques dès qu'un fichier change et on va aussi lui rajouter une interface graphique, installer les librairies qui sont nécessaires pour l'interface graphique et tout ça dans Visual Code. C'est parti! Donc on lance Visual Code et puis on va ouvrir notre folder, donc notre directory, notre répertoire où on a mis la dernière fois notre fichier de backup. Et puis donc il nous pose la question si on fait confiance à l'auteur. Bah oui, puisque c'est nous, enfin c'est ChatGPT. Et donc ça donne ça. Alors ensuite on va créer pour l'exercice un fichier texte qui va s'appeler .gitignore et qui va permettre d'exclure de la sauvegarde sur GitHub les répertoires de backup. Évidemment, on ne veut pas que nos fichiers de backup soient aussi mis sur un GitHub potentiellement public. Donc on va exclure ces fichiers de backup et donc pour l'exercice je vous montre comment on fait. Donc on crée le fichier .ignore, donc un fichier texte. On va choisir le type texte et puis dedans on va mettre une liste de répertoires ou de fichiers qu'on ne veut pas sauvegarder. Donc là ça sera backups au pluriel avec un slash. Et puis c'est bon, c'est sauvegardé dans le même répertoire, tout va bien. Donc on va initialiser le repository en lui donnant un nom. Donc là c'est la première version, donc ça va être initial. On fait commit. Et donc on retourne sur GitHub sur notre compte, donc il faut être connecté déjà, et puis on va créer donc le nouveau projet qu'on appelle aussi du nom de notre fichier, enfin de notre projet backup, ou auto-backup, plus exactement. Donc il nous dit que c'est créé, donc on lui donne la visibilité, bon c'est une visibilité publique, mais vous pouvez la mettre en privé. Et puis une fois que c'est fait, donc, il va nous donner une série de commandes qu'il faut effectuer pour initialiser le Git. Donc on prend la première, Git branch, on la copie. On ouvre le terminal. Et on va copier la commande. Voilà, alors ça c'est fait. Donc on revient sur notre GitHub et on effectue la deuxième commande. Les deux suivantes, finalement, je les ai copiées d'un seul coup. Voilà, donc là il m'a fait les deux, vous pouvez les faire une par une. Donc là c'est bon, tout est initialisé. Voilà, on vérifie par un git push et il nous dit que tout va bien. Donc là on clique sur notre fichier backup.py. On vérifie que Codex est bien installé, ce qui est le cas. Et on va pouvoir lui demander notre première modification. Donc là, on va lui dire, je veux que le backup, donc la sauvegarde, se déclenche quand un fichier a été changé dans le répertoire, sous surveillance donc. Il faut donc une surveillance de répertoire ou des répertoires, du répertoire, source. Et comme je suis sur macOS, je lui dis qu'il marche sur macOS, et en même temps, si possible, d'avoir une solution qui marche aussi sur Windows. Comme ça, on aura quelque chose de générique.
Donc, vous voyez, il réfléchit, donc il va examiner ce qu'on a déjà dans le code plusieurs fois. Donc, il doit lire ça par petits bouts pour ingérer les informations de la structure du fichier. Et puis, il réfléchit à comment implémenter cette nouvelle fonctionnalité. Alors, je passe la réflexion en accéléré. Et on se retrouve juste après quand il aura fait la modification. Donc vous voyez aussi l'évolution des changements, hein. Donc il a 3 tâches à faire et puis vous voyez donc comment il les fait. Celles qui sont déjà faites et celles qui restent à faire. Donc vous voyez que dans le petit bouton exécuter, là, le triangle qui va vers la droite, vous avez le débugger. Donc soit avec des arguments, soit sans arguments. Donc au départ, on va choisir le débugger. Donc là, on va choisir avec argument, Python file debug. Et puis, on lui dit moins auto, de manière à ce que quand on appuie sur exécute en mode debug, il lance automatiquement notre programme avec l'option moins auto qu'on avait mis en place la dernière fois. Donc ça vous montre comment on peut lancer un programme avec des arguments de manière automatique depuis Visual Code. Donc quand il y a des arguments, on a un fichier JSON. Donc là c'est bon, il a terminé. On voit qu'il ne fait plus rien et il nous indique qu'il a rajouté une autre option qui s'appelle -watch. Donc il va falloir aussi qu'on rajoute cette option dans la ligne de commande de débugage de manière automatique. Comme ça, on n'aura qu'à pousser un bouton, le bouton exécuter en mode debug, et il va lancer le programme via l'interpréteur avec l'option -auto, -watch. Donc je retape les arguments, -auto, -watch, donc qui est la nouvelle option qu'il a rajoutée. Voilà. Et donc là, je fais une modification dans le programme. Et je vois donc qu'à chaque fois que je modifie quelque chose, un nouveau backup se crée. Alors n'oubliez pas, moi je suis en mode auto-sauvegarde. Mais vous, si vous voulez sauvegarder à la main, de manière sûre, vous pouvez le faire via le menu sauvegarder ou activer comme moi dans les préférences l'auto-sauvegarde. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je modifie quelque chose, il crée automatiquement un backup grâce à la surveillance active du répertoire. Alors on voit que sur Mac, il crée un fichier DS Store, donc qui est un fichier utilisé par macOS. On ne veut pas le sauvegarder, donc on va le rajouter à .gitignore. Donc vous allez simplement éditer le .gitignore pour rajouter tout ce que vous avez besoin de rajouter dedans qui ne soit pas sauvegardable. Donc là, je rajoute .ds_store, qui est un fichier caché de macOS, mais là qu'on voit, voilà. Et puis, n'oubliez pas de sauvegarder. Moi, je suis toujours en auto-sauvegarde. Alors, si vous fermez le fichier et que vous n'avez pas l'auto-sauvegarde, il vous demandera effectivement de sauvegarder. Alors là, on va sauvegarder cette première modification qu'on a fait, où je lui donne une description. Donc là, je lui dis que j'avais fait un watch, une surveillance des répertoires. Donc vous voyez que dans les différentes versions qu'on va avoir, elles vont s'empiler au-dessus de initial. Et donc on a une première version à part celle initiale, qui est où on a rajouté de la surveillance de répertoire. Donc vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Mais évidemment, plus c'est clair, plus vous vous y retrouverez dans vos anciennes versions. Donc c'est un texte qui est censé vous parler à vous. Donc là, j'ai un doute, je lui demande de vérifier quelque chose. Vérifie que si on n'est pas en mode -auto, le répertoire source, eh bien, c'est lui qui sera traité. Donc il réfléchit et il me donne la réponse. Donc on peut utiliser Codex, soit pour faire des modifications, soit pour vérifier des choses sur le code source si vous avez un doute que ce qu'il a fait est bon. Donc vous lui posez la question, si vous dites tiens, est-ce que ça marche aussi dans ce cas-là ou pas, vous pouvez lui poser la question, il ne va pas changer le code source, il va juste faire un certain nombre de vérifications et vous donner la réponse. Donc c'est utilisable, encore une fois, dans deux cas, pour rajouter des fonctions ou en supprimer,
ou pour faire des vérifications sur le code source qu'il a généré. Donc là, je vais lui demander une autre modification de fixer par défaut la durée minimale. Donc c'était une option qui m'avait rajouté, la durée minimale entre 2 sauvegardes. Donc je veux pas qu'il sauvegarde à chaque fois qu'il y a la moindre petite information, sinon on aura des milliers et des milliers de sauvegardes. Donc je veux donc qu'il regarde si le répertoire a changé, mais avec un intervalle d'1 minute par défaut. Donc encore une fois il réfléchit et puis on va voir le résultat. Donc je passe en accéléré parce que ça peut être un peu long. Et on voit les changements en temps réel, vous voyez les fichiers qu'il a changés. Donc là, on va faire une sauvegarde de notre nouvelle version, puisqu'on a rajouté ou changé une valeur par défaut. Donc je lui dis 60 secondes, watch interval, donc intervalle de vérification des changements du répertoire fixé à 60 secondes. Donc vous voyez que ça s'est ajouté donc, à mon historique dans la fenêtre graph. Donc là, on va créer un environnement Python. Donc dans la fenêtre, dans la petite barre de recherche, là, vous tapez Python create environment, et puis il vous propose de créer un environnement, et voilà, il crée l'environnement. Alors créer l'environnement, ça permet d'avoir des librairies qui sont que pour notre projet, et de ne pas interférer entre plusieurs programmes qui ont des librairies différentes, peut-être de versions différentes. Donc là, j'ai créé un environnement Python qui va me permettre d'installer des librairies sans perturber les autres programmes que j'ai pu faire avant. Donc ça isole votre développement ici auto-backup des autres développements qu'on peut faire par ailleurs dans d'autres répertoires. Donc là c'est pareil, dans gitignore j'enlève aussi venv qui est le répertoire d'environnement qui a été créé automatiquement pour Python. Je veux pas qu'il me sauvegarde ces trucs-là qui sont des fichiers en fait de configuration ou temporaire. Donc là, bon, j'ai changé .gitignore, je sauvegarde. C'est pas nécessaire, j'aurais pu ne pas le faire. Si je veux revenir en arrière, a priori. Et puis donc là, on va lui demander de faire une modification qui nécessite une bibliothèque. Donc je lui demande d'ajouter une interface graphique, sans faute de frappe, portable, donc c'est-à-dire qui marchera aussi bien sur Windows que sur Mac, si possible. Donc je lui précise, marchant sur Windows et macOS. Donc ça sera bien parce que le même code Python pourra aussi bien marcher donc sur PC que sur Mac. Donc voilà, donc là on va passer en accéléré les modifications. Il y a 3 tâches en cours. Donc d'abord il regarde, ensuite il planifie, ensuite il exécute. En général c'est toujours un peu comme ça. Donc là il est en train de se renseigner sur le code source pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier dedans pour rajouter une interface graphique. Donc on voit qu'il a déjà changé un fichier, mais c'est pas tout. Donc il a fait un changement dans le fichier et on voit aussi que sur l'icône de GitHub, il y a un petit chiffre qui est le nombre de fichiers changés ou le nombre de modifications qui ont été faites. Donc il faudra, si on a envie, sauvegarder les modifications quand elles seront terminées. Donc là il a terminé. Et donc il a rajouté une option .gui. GUI. Donc on va le lancer nous-mêmes à la main pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'il m'a créé. Donc vous voyez, il y a une petite interface submachine qui permet de rentrer donc le répertoire source et tous les paramètres de surveillance. Donc là on fait notre sauvegarde. Donc je lui dis Graphical User Interface, donc l'interface submachine a été rajoutée. Et là, je veux plus qu'il me mette l'option -GUI, mais je veux que ce soit l'option par défaut quand on lance le programme. Ça lance l'interface graphique, donc du coup comme un programme normal en fait finalement. Donc je lui demande de faire cette modification là. Donc il supprime l'option et il me lance l'interface graphique par défaut. Donc je passe en accéléré les modifications, mais ça va aller vite. Voilà, il a terminé. Donc je ferme les fichiers et puis je vais pouvoir lancer le debug. Et là j'ai ma première erreur qui me dit que la librairie graphique
n'est pas installé. Donc on va lui poser la question quelle est la commande qu'il faut en fait pour installer cette librairie. Donc soit vous copiez le code d'erreur et puis vous le collez sans explication, il va comprendre que c'est une erreur, il va vous dire quoi faire. Moi je lui écrit directement ce qui va pas, mais vous pouvez juste copier le code d'erreur. Donc voilà, il va me dire voilà ce qu'il faut faire comme commande pour installer la librairie. Donc je vais copier ça. Et comme je ne sais pas s'il en faut pas d'autres, je vais lui demander qu'il me donne la liste des commandes d'installation. Alors sous Python, pour installer des librairies, c'est PIP. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour, si on veut pas s'embêter à lui décrire le problème, on lui donne directement l'erreur. Donc vous voyez, j'ai copié l'erreur et je l'ai collé directement dans son chat. Et en attendant, je peux déjà installer une première librairie. Donc là, j'ai fait stopper le debug, puisqu'il était toujours en cours. Et puis, je vais faire la première installation. Donc voilà, qui s'est terminée très rapidement. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, sur macOS, j'ai cette commande à lancer. Et donc ça va installer la librairie qui permet de faire des interfaces graphiques. Et donc on relance pour voir si ça a marché. Donc il y a toujours quelque chose qui manque. Donc on lui donne le code d'erreur, sans commentaire, il va comprendre tout seul. Et on va voir qu'est-ce qu'il m'a répondu. Donc voilà, je prends la première solution, où il me demande de faire une action. Bon là on n'a pas eu de bol, c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Mais justement c'est intéressant de voir comment on s'en sort quand ça se passe mal. Et en fait, c'est lié à la version que j'ai de Python. Donc on va passer sur une version moins récente. Donc là je lui dis j'utilise Python 3.13.8 et ça ne marche toujours pas. Même erreur. Donc ça va être un problème d'environnement. En fait, on va recréer l'environnement à la main. Donc je réécrase tout. Python 3-zem-venv.venv. Donc c'est ce qu'il m'a dit de faire. Et puis je l'active. Et on va regarder si ça a changé quelque chose. Donc là, je suis passé dans une version un peu plus ancienne, la 3.12. Et puis, on va voir si ça marche. Et voilà, cette fois-ci, ça marche. Donc des fois, c'est un problème de version de Python qui peut arriver. Il y a une bizarrerie. Donc ça sert à rien d'insister, surtout qu'on n'utilise pas spécialement de fonction de la dernière version, donc autant partir avec une version un petit peu plus ancienne, mais qui elle marche correctement. Donc voilà, notre modification, maintenant on va la sauvegarder, donc on va lui donner un petit nom. Donc je mets juste l'interface graphique, Graphical User Interface, marche. Et puis voilà. Donc là, les sauvegardes Git sont en local. C'est pour ça qu'elles sont. Il y a deux couleurs. Il y a celles qui sont sur le site GitHub et puis celles qui sont en local. Pour sauvegarder, c'est Git push. Voilà, cette deuxième session de Vibe Coding est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons vu comment on travaillait directement sur Visual Code avec les outils donc d'OpenAI et comment on résolvait aussi les problèmes ou comment on s'assurait que des cas ont bien été pris en compte par le code généré par l'IA. La prochaine fois, on fera un tout nouveau projet, plutôt amusant et intéressant, et on le fera de A à Z. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. À bientôt.